Bonsoir à tous. La guerre aux portes de l'Europe est désormais une réalité. Édition spéciale sur l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. On compte déjà des dizaines de civils morts. Des attaques simultanées sur plusieurs villes. Ce soir, les combats se rapprochent de Kiev, la capitale. Les Ukrainiens se mettent à l'abri ou tentent de fuir. L'exode vers l'ouest a commencé. Les pays européens frontaliers s'organisent pour faire face à l'afflux de réfugiés. Nous serons à Kiev, dans les territoires séparatistes, et à Bruxelles. Emmanuel Macron parle d'un tournant dans l'histoire de l'Europe. Alors que peuvent faire les Occidentaux? Joe Biden et les pays des 27 doivent annoncer un durcissement des sanctions, mais pas d'envoi de troupes sur le terrain. On analysera la situation avec Dominique Derda. Il connaît bien la Russie. Il a été correspondant pour France Télévisions. Cette guerre déstabilise déjà l'économie mondiale. Les bourses ont chuté, les prix du blé et du pétrole ont flambé depuis ce matin. Nous verrons les conséquences concrètes chez nous en France. Hier, on espérait sans trop y croire que la guerre était encore évitable. Poutine en a donc décidé autrement. Il a lancé l'offensive au petit matin. Des attaques simultanées sur tout le territoire ukrainien. Les Russes ont ciblé les infrastructures militaires d'une dizaine de villes. Le Kremlin promettait d'épargner les civils. Mais on compte ce soir des dizaines de morts, victimes de bombardements. Diane Schlinger, Maryse Burgot, Stéphane Guimau. C'est une pluie de missiles qui s'abat. Ici, sur un aéroport. Là, un dépôt de munitions. Mais aussi en pleine rue, au milieu des quartiers résidentiels. Difficile de reconnaître cet appartement. Voilà ce que c'est la Russe. Regardez. Celui qui filme a du mal à retrouver son souffle. Des dizaines de civils fauchés par les explosions. Les premières victimes de l'invasion russe. Au nord-est, dans cette banlieue de Kharkiv, un cratère au milieu des immeubles soufflés et des habitants hagards, prostrés, qui pleurent leur mort. La maison est complètement détruite. Il n'y a plus de fenêtres, pas de porte. Une porte s'est même envolée, même le plancher a été complètement arraché. J'ai eu beaucoup de chance. Je dois avoir un ange gardien très fort pour être resté en vie. Tout est détruit. Est-ce que c'est un objectif militaire? Vladimir Poutine maintenant a du sang sur les mains. Tout a basculé cette nuit à 3h48 heure française. Vladimir Poutine déclare la guerre à l'Ukraine. J'ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. Pour ce faire, nous viserons la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Moins de 20 minutes après la fin de son discours, les premiers missiles russes s'abattent sur l'Ukraine et réveille des habitants terrifiés. Il y a le feu! À 4h48, des chars franchissent les frontières, par le nord, l'est et le sud. En seulement quelques heures, 74 installations, dont 11 aérodromes, sont détruits, et les troupes russes progressent. La panique monte. Le président ukrainien lance un appel à la population. Tous ceux qui ont une expérience de combat et qui peuvent rejoindre la défense ukrainienne doivent immédiatement s'enrôler. L'armée ukrainienne tente de résister. Les combats sont intenses, dans les airs et au sol. Il y a des pertes des deux côtés. Ce soir, l'Ukraine annonce que la Russie a pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl. Et ce soir, la situation évolue très vite. Les combats se rapprochent de Kiev, la capitale, le lieu du pouvoir ukrainien. Près de 3 millions d'habitants qui se préparent au pire, trouvant refuge dans le métro ou dans des abris. Claire Vérove avec Dorothée Olyric et Bruno Vignier sur place. Il y en a déjà 20 qui sont passés. Ils ne sont pas ukrainiens, ils sont russes, c'est sûr. Des hélicoptères russes dans le ciel ukrainien, en route vers un aéroport militaire près de Kiev. Au sol, les troupes débarquent, sous les yeux de ce reporter américain. Ce sont des forces aériennes russes. Selon les Ukrainiens, l'aéroport est tombé aux mains des Russes. Ils sont désormais à quelques kilomètres de la capitale. À Kiev, les sirènes résonnent depuis ce matin. Les habitants se réfugient par dizaines dans des abris souterrains pour se protéger d'éventuels bombardements. D'autres tentent de prendre la fuite, en voiture ou en bus, provoquant des embouteillages dans la ville. Ils emportent quelques bagages sur le toit. On est en train de quitter Kiev.
car là-bas la situation n'est pas si stable et on a peur beaucoup. Mais certains comptent bien résister. Sous cette tente, le parti ultranationaliste ukrainien cherche à recruter des volontaires pour partir au front. Les Russes sont déjà là. Mais maintenant, nous devons faire le nécessaire pour les empêcher d'avancer plus encore dans notre pays. Ceux qui décident de rester se précipitent aux distributeurs de billets ou dans les magasins, emportant des réserves d'eau et de provisions pour tenir en cas d'attaque. Les Russes n'arriveront jamais. Ils ne savent pas qui sont les Ukrainiens. On va résister jusqu'au bout. Ce soir encore à la gare de Kiev, des Ukrainiens tentent désespérément de fuir, comme ce couple inquiet. On veut retrouver nos 3 enfants restés à la maison. Tous craignent une entrée de l'armée russe dans la capitale dans les prochaines heures. Et ce soir à 22h, Kiev sera placé sous couvre-feu. On retrouve notre envoyé spécial à Kiev, Dorothée Olyric. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que la panique s'est emparée de la ville ? Mais écoutez, étonnamment, la panique vraiment n'a pas gagné le centre de Kiev. Je parlerai plutôt d'une très grande peur et encore de la dignité, encore du sang-froid, mais aussi de la solidarité. Par exemple, les gens s'échangent les meilleures adresses d'abris anti-bombes. Donc il y a celui qui est sous la gare de Kiev, qui est un bunker de l'époque soviétique qui peut accueillir 2000 personnes, ou encore une station qui est l'une des plus profondes du monde, une station de métro. Mais voilà, pas de panique vraiment. En revanche, dans le quartier où je me trouve, c'est assez différent. Vous savez, à 350 mètres de la place Maïdan où je me trouve, eh bien, il y a le Parlement. Et cet après-midi, il y a eu des rumeurs de bombardements aériens. Et la moitié des clients, c'est-à-dire principalement la presse internationale, a quitté l'hôtel dans le calme. Et aussi le personnel. Donc à l'heure où je vous parle, il n'y a plus personne de l'hôtel, de la direction. Quelques journalistes sont restés. Dans le hall, c'est jonché de gilets pare-balles ou de casques. Donc une ambiance un peu surréaliste. Mais ce soir, ici à Kiev, tout le monde surveille les réseaux sociaux parce que, évidemment, la crainte est là de voir arriver dans les prochaines heures ou dans les prochains jours les chars russes ici, dans le centre de Kiev. Merci beaucoup Dorothée. Vous êtes sur le terrain à Kiev avec Bruno Vignier et Christophe Quinck. Direction maintenant les territoires séparatistes pro-russes où l'on retrouve Luc Lacroix. Bonsoir Luc. Est-ce que là-bas, la population se félicite de cette intervention massive des troupes russes ? Alors bonsoir Carole, j'ai parlé à des civils toute la journée. Dans leur très grande majorité, ils soutiennent l'intervention russe. Certains crient d'ailleurs déjà victoire, tandis que d'autres disent que seule la Russie peut apporter la paix. L'ennemi ici, c'est l'Ukraine. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes nous disaient que la seule critique véritable que j'ai entendue, c'était de demander pourquoi est-ce que l'intervention de la Russie, elle n'était pas plus massive et elle n'avait pas été plus rapide. Depuis l'annonce de Vladimir Poutine ce matin, on entend presque 110 continuer des tirs à l'arme lourde. Ils viennent de reprendre il y a quelques minutes. Et de ce côté-ci aussi du front, nous avons pu constater des dégâts, des toits arrachés, des vitres brisées. Les habitants de ce quartier un peu excentré de Donetsk où nous étions tout à l'heure nous ont dit qu'ils ont eu très peur. Ils nous ont aussi raconté qu'une femme avait été blessée par un éclat. Merci beaucoup Luc, vous êtes sur le terrain avec Patrice Acheret. Une guerre sur le terrain, une guerre de communication aussi. Ce soir, le Kremlin affirme que ces attaques sont, je cite, une réussite. Dominique Derna, je me tourne vers vous. Vous êtes un bon connaisseur de la Russie, vous avez été correspondant pendant plusieurs années de France Télévisions. Quel est l'objectif aujourd'hui de Poutine ? Il est double, je crois, l'objectif de Vladimir Poutine. C'est d'abord de renverser le pouvoir en place à Kiev. Volodymyr Zelensky, le président qui a été élu démocratiquement en 2019, et renverser